Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Il était une fois un livre reçoit cette semaine Laurent Pépin pour nous présenter un premier roman, je crois, qui s'appelle Monstrueuse féerie, qui est édité chez Flatland Éditeur, collection La Tangente. Bonjour Laurent Pépin. Bonjour. Donc, quand vous m'avez présenté votre roman la première fois, vous me l'avez un peu présenté comme un genre qui flirtait un peu avec le fantastique. Donc, je l'ai lu, ça m'a étonnée. Donc, est-ce que c'est votre éditeur qui l'a présenté comme ça, ou bien c'est vous qui le vivez comme ça? Alors, c'est pas précisément mon éditeur qui l'a présenté comme ça. Mon éditeur est effectivement un éditeur de science-fiction, de fantastique et de fantasy, mais qui, à travers la collection La Tangente, a voulu créer quelque chose pour la littérature qu'il appelle inclassable, donc dans des formats à mi-chemin entre la nouvelle et le roman, et puis avec un ton et un style et puis même un genre, en fait, qu'on retrouve pas forcément dans des littératures nomenclaturées. Effectivement, on n'est pas vraiment dans le fantastique, puisque les références fantastiques dans le livre sont plutôt les références auxquelles le narrateur se raccroche pour essayer de reconstruire son histoire. Puisque si on voulait s'approcher réellement du genre littéraire que représente Monstrueuse féerie, on serait plutôt dans ce qu'on pourrait appeler un conte psychiatrique. C'est-à-dire que c'est le récit de la décompensation psychotique en fait du narrateur, que le narrateur va raconter à ses lecteurs, mais qu'il va essayer de se représenter autrement. Il a un regard très bienveillant sur la psychiatrie. C'est vrai qu'il le présente quand il parle de décompensation psychotique. Ça, c'est vraiment le vocabulaire de la psychiatrie, alors que lui, il présente ça comme une décompensation poétique. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la psychose, et ce qu'essaye plutôt de faire le sujet dit malade dans la psychose, c'est de reconstruire le monde avec ses mots. Mais un monde qui tienne, un monde dans lequel il serait moins terrifié. Et bien souvent, on a dans ces reconstructions des exercices de style qui peuvent être extrêmement poétiques. Par ailleurs, quand on décrit effectivement la psychose ou le délire comme cet effort pour un sujet de créer avec des mots un monde qui tient debout, on se rend compte que dans la poésie, c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire également. C'est une autre réalité, en fait. Mais avec des mots, c'est très subjectif. Dans votre livre, les patients sont appelés des monuments. Oui. Et chaque monument a son univers, donc a ses mots, mais ça reste de la poésie à chaque fois, quoi. Oui, mais je peux même vous avouer que sur certains des passages, certaines anecdotes sur les monuments ou certains de leurs propos qui sont indiqués dans le livre sont finalement des propos qui, à quelques détails près, m'ont été tenus par des patients. Voilà, ça. Alors, j'ai parfois remis sur pied un petit peu ce qu'ils m'avaient dit, c'est-à-dire en poussant jusqu'au bout leur logique, puisque malheureusement, souvent dans la psychose, il y a quand même une dispersion dans le discours, et moi, j'ai recentré finalement chacun de ces propos dans sa logique interne, mais je dirais que les 2/3 des anecdotes psychiatriques de Monstrueuse féerie sont des choses que j'ai vécues dans le cadre de mon travail de psychologue dans un foyer de vie. Donc, vous dites dans un foyer de vie, quel profil on a dans un foyer de vie par rapport j'imagine, à un hôpital psychiatrique? C'est très différent. Alors, la différence, c'est que ce sont des gens qui ne sont pas que psychotiques. On a aussi des gens qui sont quand même, d'un point de vue strictement cognitif, très déficients. En psychiatrie, on va avoir des gens qui étaient, ou qui sont, quand c'est de l'ambulatoire ou de l'hospitalisation provisoire, mais plus ou moins insérés. On n'a pas d'analphabétisme, on n'a pas de muet. Nous, on a des... Alors, muet, c'est pas le mot à proprement parler, mais parce qu'il n'y a pas d'obstacle physiologique à ce qu'ils puissent parler, mais on a beaucoup, par exemple, de gens qui sont mutiques. On en a 80% qui ne savent ni lire ni écrire. On a des gens qui se promènent nus dans les couloirs. Enfin, on a quelque chose... Disons qu'en général, ce sont des personnes qui ont certes été en psychiatrie à un moment de leur vie, mais où, quand on s'est rendu compte qu'ils passeraient toute leur vie en centre, comme aujourd'hui on ne vit plus en centre psychiatrique, on les envoie dans ces cas-là en foyer de vie.
D'accord. Maintenant, on ne peut plus rester à long terme, sur le long terme, dans un centre psychiatrique. Ça arrive de façon exceptionnelle, mais depuis 1970 ou 1971, il est demandé à ce qu'on ne vive plus à l'hôpital. Alors, donc, les personnes qui, de fait, sont considérées comme incurables, peut-être, sont dirigées vers un foyer de vie. Oui, ça tout à fait. Quand ils estiment avoir stabilisé, c'est-à-dire avoir atténué la dangerosité de certains symptômes, à l'aide de médicaments, puisque c'est un petit peu les seuls thérapeutiques utilisés aujourd'hui, ils les adressent dès qu'ils le peuvent dans des foyers de vie, oui. Après, il y a quand même des gens qui vont passer, quand je dis dès qu'ils le peuvent, là j'exagère un petit peu, il y a quand même des gens qui vont passer 15 ou 20 ans en psychiatrie. Ah oui, quand même. Oui, nous on accueille des gens qui ont parfois fait 2 ou 3 ans, mais parfois 20 ans de psychiatrie. Et quand on se rend compte que il y a une stabilisation au niveau de la dangerosité, mais que cette stabilisation, elle se fait par contre sous forme d'une régression intellectuelle, là, ils savent qu'il n'y a aucun danger pour eux à nous les adresser. Je dis aucun danger à nous les adresser parce qu'en foyer de vie, on n'a pas du tout le même ratio en termes de nombre de personnel par rapport aux patients accueillis. D'accord, vous êtes à quel... C'est quoi le ratio On a tendance à dire... c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'en psychiatrie, par exemple, vous allez avoir donc, des médecins psychiatres, et puis pour s'occuper des patients, ce seront des infirmiers. Nous, les infirmiers, vont s'occuper que des soins au corps, et en fait, ça va être des aides-soignants et également des gens non diplômés qu'on appelle agents de service hospitalier. C'est-à-dire que c'est un ratio qui se rapproche... et puis évidemment des éducateurs, des éducateurs spécialisés ou des moniteurs d'atelier. Je ne saurais pas dire exactement le ratio, mais il est très largement inférieur à ce qui se passe en psychiatrie. Oui. D'accord. Et vous n'avez pas tout à fait... Vous avez des profils quand même qui doivent être lourds à gérer, quoi. Oui. En tant que psychologue, quand vous avez affaire à quelqu'un de mutique, comme vous dites, faut s'accrocher. Oui. Alors en général, il a peu de rendez-vous avec le psychologue. mais ça arrive quand même. Parce que ça arrive qu'on... Alors quand le mutisme est total et absolu, oui, je dois avouer qu'en général, j'insiste pas, non pas parce que ça pourrait pas valoir le coup, qu'il n'y aurait pas des choses à faire, mais que quand vous êtes là 17 heures par semaine pour plusieurs dizaines de patients, vous savez que vous les verrez pas tous, donc vous allez aller voir ceux qui en montrent et qui en formulent la demande. Ouais. Oui, parce que le mutisme, effectivement, ça ne doit pas être, ça doit pas être très pratique. Pour l'échange, ça ne doit pas être très pratique. Bon, il y a des choses qui se font par signe, mais effectivement, ça ne va pas durer une demi-heure. Oui. Enfin, vous n'allez pas pouvoir aller aussi loin dans l'analyse quand c'est par signe, quoi. Après, ce qui peut être intéressant, j'ai envie de dire quand le temps le permet, c'est que souvent, à défaut du langage articulé, il y a quand même une forme d'expression, par exemple en... Langage corporel aussi. Et même en suivant leur déambulation. Des fois, on se rend compte que ces personnes dont on pourrait imaginer qu'elles sont extrêmement lésées d'un point de vue intellectuel, si on les suit un petit peu, s'ils acceptent qu'on marche avec eux, on se rend compte de ces kilomètres qu'ils font dans la journée, puis on peut arriver à prêter quelques significations aussi. À certains endroits, pourquoi est-ce qu'ils vont là à ce moment-là et pas à un autre, il y a quand même un travail évidemment qui est faisable. D'observation, quoi. Tout à fait. Après, ça, c'est pas forcément mon travail à moi dans ce cas-là. D'accord. Rien qu'en suivant quelqu'un qui déambule, vous pouvez avoir comme un langage ou des révélations. Oh, des révélations, non, mais oui. Il y a une expression langagière à travers. On pourrait faire des cartes un petit peu et essayer de comparer ces cartes ensuite en fonction des jours et en fonction de l'humeur qu'on a pu observer de la personne ces jours-là. Et on se rend compte effectivement que toute la journée, il fait des choix qui sont formulés, qui d'une façon ou d'une autre sont linguistiquement construits. Et même s'ils ne vous parlent pas, on peut arriver à reconstruire certaines choses en logique, oui. D'accord. Donc ça, c'est le travail de quoi, d'un éducateur? Ça, je dirais que ça, c'est même le travail de réunion de synthèse. C'est-à-dire que on arrive à reconstruire ces chemins ou ces itinérances des personnes à travers des observations plurielles. D'accord. Oui. Voilà, le staff se réunit et, oui, et arrive à définir un profil en fonction des observations de chacun. Oui, on n'essaye pas vraiment de définir un profil, on essaye plutôt de se demander comment il va et qu'est-ce qu'on peut faire pour lui. Mais c'est vrai que pour ça, face à quelqu'un qui ne parle pas, il faut arriver à trouver d'autres clés. Oui.
Donc ça doit prendre quelques heures quand même. Oui, ou quelques années, oui. Ou quelques années. Oui, quelques années. Alors là, en l'occurrence, dans votre livre, on a affaire à quelqu'un qui n'est absolument pas mutique. Oui, on a des bavards. Voilà, c'est un bavard et même des fois, il soliloque effectivement tout seul, comme vous disiez. Mais c'est aussi peut-être sa manière à lui d'essayer de comprendre ce qui lui arrive. On a vous avez construit votre livre sur... ça fait comme deux histoires parallèles. On commence par rencontrer un adulte et les chapitres s'alternent comme ça avec son enfance. Donc lui, effectivement, il cherche des réponses dans son enfance. Et nous, en tant que lecteurs, on découvre et je dirais qu'on peut avoir effectivement des clés également pour essayer de comprendre avec lui ce qui va pas dans sa vie d'adulte, quoi. En fait, je pense que c'est le lecteur qui cherche des clés dans l'enfance du narrateur, parce que le narrateur, lui, si on lui demandait son avis, il voudrait n'en rien savoir. Ce qu'il appelle son enfance, ou ce qu'il appelle les monstres, qui sont ses souvenirs d'enfance, mais complètement déformés dans l'après-coup, il considère ça comme une maladie. Le fait même de s'en souvenir, il considère que c'est une maladie. À un moment donné, au personnage féminin qu'il croit être une elfe, on ne sait pas d'ailleurs si elle existe, hein, son amoureuse, et si jamais elle existe, on ne sait pas si c'était une elfe, ou si elle l'a prétendu, mais il lui dit à un moment donné qu'il ne sait pas comment faire avec des souvenirs qui ne lui appartiennent plus, en fait. C'est qu'il se retrouve assailli par ses souvenirs, parce qu'il va de plus en plus mal au cours du récit, parce qu'il se rend compte que sa compagne va probablement le quitter, et il se retrouve assailli par des souvenirs qu'il avait oubliés ou qu'il avait en tout cas mis dans une petite boîte et dont il voulait absolument pas se souvenir. Qu'il avait rangé au grenier et il voulait que ça y reste. Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Le problème quand on range les souvenirs au grenier et qu'on refuse de faire un petit peu l'inventaire de ce qu'ils peuvent représenter dans notre construction, c'est quand ils reviennent, ça donne un peu monstrueuse féerie, c'est-à-dire que dedans, les monstres qui sont censés être des métaphores deviennent des vrais monstres. Oui. Bon, bien écoutez... Pour une première présentation, on va en rester là pour aujourd'hui. Je vous remercie. On se retrouve demain pour la suite de cette explication de texte. C'est un roman qui est assez court, qui fait à peine 100 pages. Donc vous parliez à la limite entre la nouvelle et le roman. Oui, on appelle ça une novella. Une novella, voilà. Oui. Donc je rappelle le titre, Monstrueuse féerie, donc chez Flatland Éditeur, collection La Tangente. Donc on laisse place à un petit peu de lecture et je vous dis à demain. À demain. Laurent Pépin, Monstrueuse féerie. J'avais du mal à rester seule depuis la mort de la mère l'année précédente. Au mois de novembre, d'un cancer du poumon à quelques jours de mon anniversaire. Ça avait été compliqué parce que je voyais bien dans leurs messages que mes frères étaient touchés par ce décès. Mais moi, sur le moment, je ne savais pas trop. Ça faisait plus de 30 ans que j'attendais son décès pour avoir le droit de faire mon deuil. Elle avait une maladie, la mère. J'ai passé mon enfance à me demander de quoi elle était malade. C'était le bonheur de ses bébés, la mère. Elle aimait tout dans la conception. Faire l'amour, porter l'enfant, l'allaiter puis dormir avec. Mais quand les bébés se mettaient à galoper pour aller voir le monde, la mère, elle, restait au lit et disparaissait de leur vie. Quand elle est morte, j'ai développé un petit cancer cutané. Pour moi, quand j'essayais de comprendre ce qui m'arrivait, je me disais qu'en fait ce n'était pas un carcinome basocellulaire, mais un Horcrux. Une putain de cicatrice qui venait réveiller ce que j'avais voulu enfouir durant toutes ces années et qui me parlait constamment d'un monde et d'une histoire que je ne voulais plus reconnaître comme les miens. Mon dermato n'a pas voulu me croire. Il prétend qu'il me l'a enlevé. Il n'a pas lu Harry Potter, mon dermato. Il ne sait pas ce qu'il dit. Parce que moi, depuis qu'elle était morte, je le savais bien que je faisais n'importe quoi. Moi qui n'avais pas dû pleurer 5 fois en 15 ans, je pleurais tous les jours, comme lorsque j'étais enfant. J'étais pris d'accès de panique et je cherchais des muses au fond des bouteilles de vin. Heureusement, il y avait les monuments au centre. Les monuments, la plupart des gens ne savent pas que ce sont des poètes. Quand ils délirent,
On appelle ça des décompensations psychotiques. Je remplace par poétique. Je préfère. Je trouve que ça évoque mieux le poids du verbe chez ces gens qui ont dû décider en urgence d'un truc inaugural afin de pouvoir se tenir debout face aux vivants. Mais il faut les protéger, les monuments. Pas vraiment contre leur folie, parce qu'au fond, la plupart d'entre eux savent mieux y faire que nous, à condition qu'on les entende, mais contre ce qu'on peut leur vouloir. Cette façon de prétendre édulcorer la maladie mentale au nom d'une inclusion dont la définition même passe par le rejet de ce qui les caractérise. Par exemple, chaque année, le service des patients volubiles organise une espèce de journée portes ouvertes. On exhibe les monuments aux badauds qui ont envie de visiter les fous, comme on visite un zoo ou un parc d'attractions. Des centaines de personnes affluent du village et des communes alentours pour se promener dans le parc où les monuments sont rassemblés pour nombre d'entre eux contre leur volonté. L'administration appelle ça la réhabilitation. C'est-à-dire que cette mixité des populations lambda et protégées permettrait l'éclosion d'un sentiment de citoyenneté chez nos monuments favorable à leur équilibre psychique. Moi, ça me met très en colère. Cette année, on avait perdu Pierrot et Pierrette, qui étaient partis se cacher dans la forêt, transis de peur. Ce n'était pas n'importe qui, Pierrot et Pierrette. Pierrot se prenait pour un héron. Il marchait sur ses grandes jambes fines avec des soubresauts, son visage toujours incliné vers l'avant pour débusquer des insectes ou des petits animaux au sol. Un jour, il nous avait lâché une vipère dans les couloirs. Il ne disait que quelques mots qu'il répétait en boucle. Bisous, cigarette, café, bestiole, j'ai peur. Il faisait un effort supplémentaire quand il voulait absolument nous montrer quelque chose. Pierrot disait « Regarde ce que j'ai pêché ». Les badauds éméchés l'avaient pourchassé dans le parc. Il était parti dans la forêt. On l'avait cherché toute la soirée avant de le découvrir dans un arbre, agenouillé, immobile, les coudes repliés contre lui et les doigts écartés comme des cerfs. C'est grâce à Pierrette qu'on l'a retrouvé. Elle montait la garde au pied de l'arbre en aboyant pour éloigner les intrus. Elle n'imitait pas vraiment l'aboiement d'un chien, Pierrette. Elle criait « Ouah, ouah, ouah !» Quand on lui demandait ce qu'elle faisait, elle répondait « Je feule ». C'était un personnage, elle aussi. Elle aimait les gens. Elle rentrait en contact avec des questions stéréotypées. « Ça fait mal un mal de dents ? Et un mal de gorge, ça fait mal ?» Si on lui répondait, son regard s'illuminait, elle se tapait bruyamment sur la cuisse et s'exclamait « Ah, il m'a répondu !» Elle aimait les gens, Pierrette, mais elle n'aimait pas qu'on la poursuive, elle non plus. Et moi, j'étais très en colère. La monstruosité de l'autre m'assaillait en s'infiltrant dans mes failles archaïques. Depuis mon enfance, je suis facilement disposée à la colère et à la peur. Heureusement, j'allais bientôt vivre un véritable conte de fées. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Nous sommes de retour sur Fréquence 8, donc cette semaine en compagnie de Laurent Pépin, qui est venu nous présenter son roman Monstrueuse féerie, édité chez Flatland Éditeur, collection La Tangente. Bonjour Laurent Pépin. Bonjour Nathalie. En fait, quand j'ai lu votre livre, j'ai eu l'impression de retrouver des influences, vous allez me dire si je me trompe, notamment de Boris Vian, dans L'écume des jours, où j'ai trouvé que dans cette appréciation de l'appréciation de la réalité du narrateur était quand même un peu, j'avais retrouvé ça un peu chez Boris Vian. Eh bien, ça, c'est très agréable à entendre. Boris Vian fait effectivement partie des auteurs qui
qui ont constitué finalement mon goût pour la littérature quand j'étais adolescent puis jeune homme. Après, c'est peut-être pas l'écume des jours qu'on retrouve dans Monstrueuse Féerie, on est dans des choses peut-être un petit peu plus tragiques. Si on doit comparer à Boris Vian, ce qui est évidemment flatteur pour moi, moi je pense surtout à l'herbe rouge en fait. L'herbe rouge, puisque dans l'herbe rouge, en fait, le personnage principal, qui si je me souviens bien s'appelle Wolf, construit une machine pour essayer de se souvenir, mais finalement de revivre ces souvenirs-là. Il terminera le roman en se suicidant dans l'herbe rouge, parce qu'il va vivre, il avait beau les souhaiter, retrouver ses souvenirs, c'est quelque chose qu'il ne peut pas assumer. Ça l'a plus détruit qu'autre chose. Ouais, tout à fait. Même si on se rend bien compte qu'il y avait sans doute un vœu autodestructeur dans le fait même de construire cette machine. Ouais. Alors c'est vrai que par rapport à votre, oui effectivement le parallèle à votre narrateur qui lui est encombré de ses souvenirs d'enfance et au contraire voudrait s'en débarrasser et ces souvenirs d'enfance ça fait partie de notre personnalité donc c'est difficile de s'en débarrasser. Mais c'était plus dans la réalité en fait, cette appréciation de la réalité qui est quand même très très subjective. Là je pensais notamment à cette comme je disais, vous avez construit votre roman un petit peu à double voix entre un narrateur enfant et un narrateur adulte. Et la manière dont l'enfant réécrit son histoire avec ses mots, c'est vraiment une réalité. C'est plus à cette réalité-là, moi, que oui, tout à fait, je comprends bien. À Vian, mais c'est vrai que moi, je suis très orienté par la pataphysique, parce qu'on peut parler de Vian, mais je me suis passionné et j'ai lu un certain nombre de fois tous les romans de Raymond Queneau également, presque toutes les pièces de Ionesco aussi. Ce sont vraiment des auteurs que j'apprécie, parce qu'effectivement, si on veut le dire de façon, les pataphysiciens ne se retrouveraient pas dans cette définition, mais on pourrait considérer qu'on est un petit peu dans de la science de l'imaginaire. C'est-à-dire que finalement, c'est le jeu de mots qui va construire une réalité nouvelle. C'est-à-dire que la réalité, on va la construire avec les mots, et par conséquent, la polysémie, les jeux de mots, les métaphores permettent de construire de la réalité. Et à la fois, je trouve cet enfant qui nous décrit sa réalité, enfin la manière dont lui a vécu ce monde, le comportement des adultes autour de lui, je pense que même si c'est très métaphorique, à la fois, je trouve que pour les lecteurs adultes que nous sommes, c'est vraiment une manière de nous faire voir à quel point lui a vécu ça, quoi. Oui. Quand il parle des cafards, quand il parle des monstres, je pense qu'il n'y a pas plus simple pour décrire cette monstrueuse réalité qu'il a vécue quand même. Oui, je vous en remercie. Parce que, bon, c'est vrai que sans raconter toute l'histoire, puisque ça, c'est à l'auditeur d'avoir la curiosité de lire votre livre, mais il a quand même une enfance lourde, quoi. Enfin, il a un vécu, que ce soit avec sa mère ou que ce soit avec son père, peu avec ses frères, mais c'est quand même lourd à porter. Oui, c'était peu avec ses frères, parce qu'on se rend compte que dans l'enfance que décrit le narrateur, en réalité, chacun est enfermé dans une pièce dans la maison, hein, les 3 enfants. Donc, ils n'ont même pas à se demander s'ils s'apprécient ou ils ne s'apprécient pas. Ils sont obligés de se protéger finalement des autres habitants de la maison, à savoir la mère, le père, et puis ensuite les compagnons de l'une ou de l'autre. Et pour se protéger, on est chacun enfermé chez soi. Donc, effectivement, les frères n'entretiennent pas vraiment de relation. Il y a 1 ou 2 lignes, je crois, dans Monstrueuse Féerie, où il dit mes frères aussi devenaient des étrangers, c'était triste, mais c'était comme ça. Enfin, je crois qu'il il dit à peu près les choses comme ça. Et même par rapport à sa mère, il voit bien que c'est devenu une étrangère, mais il se demande si c'est lui qui est devenu un étranger pour elle, ou si c'est elle qui est devenue une étrangère pour elle, quoi. Là, on sent qu'avec ces mots d'enfant sont limités pour vraiment décrire cette réalité-là, quoi. Et puis, il y a quelque chose d'un peu kafkaïen dans ce qu'il vit, c'est-à-dire que bien que tout soit vraiment affirmé au premier degré, il est conscient qu'il ne va pas bien. Et quand il dit qu'il ne sait pas si c'est la mère qui devient une étrangère ou si c'est lui, c'est parce qu'il ne sait pas si
la façon dont il voit les choses, dont il voit des monstres sortir du ventre de sa mère, des cafards sortir de la bouche du père, tout un tas de choses comme ça, il ne le met pas explicitement en doute, mais quand même il s'interroge. Parce qu'il se rend compte que plus ça avance, plus il est seul, plus il ne peut plus adresser la parole à personne, plus il ne peut même plus sortir de sa chambre. Il se retrouve déscolarisé. Oui, il va se retrouver même pour ne plus jamais sortir de sa chambre, uriner dans une bouteille. Il n'arrive pas à uriner. Il n'arrive pas à uriner dans la bouteille. Du coup, il urine dans la moquette, dont il dit que, je crois qu'il dit qu'elle ne repousse pas malheureusement, mais ça oui. brûle. Oui, ça brûle. Oui, non, ça je l'avais enlevé. Oui, effectivement, c'est une ligne qui, oui, il dit ça brûle. Mais puisque oui, j'avais ajouté moi que ça repoussait pas, mais je crois, oui, je l'avais enlevé ensuite. Oui, là, il dit que ça brûle et c'est très difficile pour lui de savoir si c'est normal ou pas aussi, puisque du coup, il ne fréquente personne. Il est complètement emmuré chez lui. À la limite, même le monde extérieur peut être vécu comme une agression. Donc alors qu'il voudrait des amis, quoi. Oui. Mais il n'a pas de notion de normalité, puisqu'il n'a pas de référence possible. Quand on fréquente personne... Oui, il voudrait des amis, mais il ne sait pas ce qu'il faut faire avec eux. Et puis en plus, il est embêté depuis son enfance, et puis depuis la peur des agressions et des intrusions par son père, sa mère ou les divers protagonistes adultes, puisque grosso modo les monstres c'est l'adulte, hein, même si ensuite ils produisent des petits monstres, mais les monstres c'est d'abord l'adulte, mais il est tout le temps obligé de se protéger, du moins le croit-il, et quand il est enfant, il protège ce qu'il appelle ses trous la nuit. Donc il faut cacher sa bouche, ses oreilles, son nez, son anus, son sexe, etc. Et en fait, là où il est mis en difficulté quand il essaye et parvient un petit peu à se faire des amis, c'est que malgré tout, dans ses interactions humaines, il doit constamment se protéger là aussi. Comme si effectivement il était troué de toutes parts et que les gens pouvaient rentrer à l'intérieur de lui et voir ce qu'il pense et se rendre compte qu'il est délirant. Et c'est ça qui le met très grandement en difficulté. Puisque finalement, il y parvient, mais il est obligé de se sortir de ses liens sociaux. Alors que ça faisait des années qu'il rêvait de rencontrer des gens. Oui. Et à la fois, ce qu'il vit est tellement hors norme que c'est difficile de se confronter justement à la normalité. Oui. Et aux amis et aux personnes qui sont dits normaux, oui. ou normés, je ne sais pas. Et petit déjà, voilà, il se retrouve complètement ostracisé. Donc il se construit comme ça. Heureusement, il y a les livres. Oui. La musique. Oui. Donc, mais à l'âge adulte, forcément, il est conditionné aussi par toute cette construction, quoi. Et quand on voit qu'il se débat avec son elfe... Oui, disons qu'il se délite au fur et à mesure. Cette elfe, cette personnalité qu'il a rencontrée dans la salle d'attente du centre où il travaille et où cette personne, c'est bien des rares fois où elle vient elle-même parce qu'elle voudrait être hospitalisée, parce qu'elle pense que ce qu'on appelle les monuments, c'est-à-dire les patients du centre psychiatrique, sont le seul lieu en fait sur Terre où on peut trouver des poètes. Et donc elle demande d'être hospitalisée. Puis elle leur explique qu'elle est une elfe et que il va de soi qu'ils vont pas l'hospitaliser. Mais lui, il est très satisfait de l'avoir croisée et en fait, il va la ramener chez lui. Mais ce qu'il va faire avec cette femme ou avec cet elfe, c'est qu'il va se cramponner à elle avec ses défaillances finalement d'enfant qui sont toujours là, même s'il est adulte, comme si c'était finalement elle qu'allait avoir la responsabilité de devoir chasser les monstres qu'il a toujours dans la tête. La clé, quoi. Comme si c'était la clé de sa guérison. Et plus il perçoit ses distances à elle, et plus il se rend compte qu'elle finira par partir, plus il se retrouve justement assailli par ses cauchemars ou par ses souvenirs d'enfance, souvenirs complètement déformés. Et c'est pour ça d'ailleurs que les deux récits sont croisés en fait. C'est qu'on se rend compte que plus lui va mal à l'âge adulte, et plus par contre quand le récit de l'enfant revient, il est de plus en plus foutraque d'une fois sur l'autre ce récit quand même. On va de plus en plus vers l'horreur, vers la caricature, vers des choses profondément improbables. Et à la fois, nous, en tant que lecteurs, du coup, notre regard sur cet adulte qui
qui va pas bien, change, enfin il devient attachant quand même, ce personnage, quoi. On le voit se débattre avec ses souvenirs. Il veut guérir, mais il n'a pas la clé. Il pense que ça pourrait venir de l'extérieur avec cette jeune femme qu'il a rencontrée. Or, on sait bien que la clé de la guérison, elle est à l'intérieur et que c'est assez illusoire de penser que c'est l'autre qui va nous soigner, quoi. Mais il devient attachant, je trouve. Enfin, plus on découvre son enfance et... Bah oui, parce que même simplement dans le cadre même de son récit adulte, moi je trouve que ce que fait ce narrateur, c'est qu'en fait, au lieu de devenir simplement complètement fou, au lieu de décompenser comme... c'est ce qui est en train de se passer, certes, mais lui, dans l'après-coup, quand il nous le raconte, il essaye de produire un poème d'une centaine de pages à la place, à la fois pataphysique, parfois humoristique, parfois horrifique, profondément tragique, mais il y a cette volonté de... Alors peut-être qu'il va s'effondrer sous des représentations du monde qui se délitent de plus en plus, qui deviennent de plus en plus partisanes et qui l'isolent, mais il va se cramponner à son énonciation. Chose, je crois, dont on parlait quand on parlait justement de la psychose en centre psychiatrique, c'est-à-dire qu'il va essayer de faire pour lui-même et pour son récit, enfin disons d'y accorder autant d'attention que l'attention qu'il accorde à ses patients quand il les écoute. Peut-être parce qu'il est clinicien et qu'il est quand même extrêmement conscient de ce qui est en train de lui arriver. C'est vrai qu'il est attaché également à ses patients, quoi. Il y trouve aussi peut-être des clés pour comprendre ses propres démons ou ses propres monstres, ou alors ça le rassure de voir qu'il y a des gens aussi comme lui, un peu perdus dans un univers comme ça. Disons qu'il a conscience que ce sont des espèces de cousins éloignés pour lui, mais qui eux n'ont pas réussi à s'insérer dans une vie socio-professionnelle normée. Ouais. Parce que lui, il a réussi au final. Oui, lui a réussi. Lui, il est psychologue dans un centre, donc on peut espérer que malgré son parcours, il ait réussi un jour à sortir de chez lui, à faire des études et un jour à s'insérer professionnellement, quoi. Oui, même si à partir de Monstrueuse Féerie, on peut se poser la question, va-t-il pouvoir poursuivre longtemps ? Ça, c'est... on aura peut-être une réponse plus tard. Oui. Voilà. Donc je rappelle le titre de votre livre, donc Monstrueuse Féerie, donc édité chez Flatland Éditeur, dans la collection La Tangente. Et nous, on se retrouve demain pour la suite de ce roman. Merci, à demain. Laurent Pépin, Monstrueuse Féerie. Enfant, le père avait été veillé comme un mourant, reniflé, pesé, avec prise de température tous les jours. Il vivait avec ses parents et ses grands-parents dans une maison à Chanteloup-les-Vignes qu'ils avaient fait bâtir avec 2 salons, 2 cuisines et 2 salles à manger qui se faisaient face, parfaitement identiques. Matin, midi et soir, le père devait prendre 2 repas pour faire plaisir à sa mère puis à sa grand-mère, ou à sa grand-mère puis à sa mère. On changeait l'ordre de passage un jour sur 2 pour ne vexer personne. En guise de protestation, il avait décidé qu'il ne se laverait plus jamais. Il faisait couler l'eau de la douche et du lavabo pour faire croire aux 2 femmes, qui attendaient derrière la porte de la salle de bain, qu'il se lavait ou se brossait les dents. Son grand-père était son confident. C'était un peu le héros de son enfance, le grand-père du père. Je me souviens de ce vieux monsieur, je l'ai connu un peu quand on allait chez les parents du père. Il me faisait l'effet d'une espèce de robot dégénéré. Il était rythmiquement parcouru de vent de bas en haut. Il ne faisait que ça, et manger. Pour le père, c'était un complice. Peut-être qu'il lui disait pour l'hygiène, et que l'autre était d'accord. Quand on allait les voir, je me disais qu'en fait, il devait être mort depuis très longtemps, le grand-père du père, et qu'on avait dû le vider de l'intérieur pour enlever ce qui était pourri et le remplacer par un mécanisme avec une pile qui assurait artificiellement la persévérance de son fonctionnement minimaliste. Peut-être que c'est aussi pour ça que le père s'était mis à empailler des animaux, plus tard, après qu'on a enterré son grand-père. En hommage à ce vieux monsieur qui avait essayé lui aussi de se révolter en maintenant pendant des dizaines d'années une forme de vie faite uniquement
d'entrée et de sortie du corps. Alors, à la maison, quand la mère lui demandait de se laver avant d'aller chez ses parents à elle, le père se mettait en colère et disait qu'on lui voulait du mal. Parfois, il mettait des médicaments dans un sac en plastique et partait dans la rue pour les avaler, cachés entre deux voitures. La mère téléphonait aux pompiers, puis les pompiers trouvaient le père dans la rue et l'emmenaient à l'hôpital où les docteurs et les infirmières aspiraient les médicaments de son corps en passant par le bas. Il pensait contourner les vouloirs despotiques de l'autre en restant crasseux, le père. C'était difficile pour lui que sa femme lui tienne le même discours que sa mère et sa grand-mère. Pour moi, c'était bien quand les pompiers venaient, parce que du coup, on n'allait pas chez les parents de la mère. Et puis, le père restait à l'hôpital une semaine ou deux. Pendant ce temps-là, il ne se suicidait pas, et il n'y avait personne pour nous forcer à manger. Parce que, quand il était à la maison, le truc du père avec nous, c'était de nous rendre tellement gros, mes frères et moi, qu'on ne pouvait plus sortir du lit. Et que le monde qui nous renvoyait le miroir de notre déchéance devienne inexplorable. C'était important pour le père, eu égard à sa sécurité. Il nous gavait avec tout ce qu'il pouvait trouver de plus gras. Sur chaque meuble, par terre, devant les portes de nos chambres, dans des sacs plastiques disposés çà et là, à tout moment, on trouvait de la nourriture. Des quiches, des pizzas, des crèmes, des beignets ou des gâteaux en tout genre. Mais si on arrêtait de manger, il prenait cette voix tendue, inquiète, au perché, avec constamment dans son timbre cette alerte latente. « Attention, si tu aspires au monde d'un désir nouveau, tu me feras du mal car j'aurai peur. Alors mange, 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 jusqu'à ce que tes pieds s'arrondissent et roulent, que le gras de tes cuisses touche le sol, que tes seins tombent sur ton nombril. Mange, mange, mange et ne bouge plus jamais. » Alors bien sûr, il était malheureux le père. Mais quand on y pense, quel salopard ces malheureux. Et puis, c'était un peu de la triche aussi, cette histoire de nourriture échangée contre de l'amour et de la sécurité, parce que tout de même, ça lui permettait surtout de justifier ses allées et venues au père. Sinon, il ne savait pas quoi faire de son corps quand il marchait, alors il existait pour déposer de la nourriture. Quand il n'était pas occupé à nous nourrir ou à empailler des animaux, il errait constamment dans la maison, nous fouillant du regard dès qu'on avait le dos tourné. C'est dans ces moments-là qu'il devait se dire qu'il devait nous tuer, pour nous protéger et se sentir en sécurité une fois pour toutes. Mais le père ne supportait pas que nos regards se braquent sur lui. Alors, je ne le lâchais pas des yeux. Comme ça, je me disais qu'il se tiendrait tranquille. Et puis un jour, il est parti entre 12 policiers après avoir essayé d'étrangler la mère. Il avait voulu commencer par elle, finalement. Après, il a fait quelques mois de psychiatrie et quand je l'ai revu, il avait changé. Il n'achetait plus que des objets verts, les meubles, les couverts, les draps, et il faisait une collection de cloches. Ah, et il était homosexuel aussi, il nous a dit. À l'époque, j'avais 10 ans. Je me suis demandé pourquoi il ne changeait pas de sexe. Pas pour un plus grand, juste pour devenir une femme. Ça me semblait plus facile à penser. Déjà que je trouvais que c'était difficile d'être un garçon. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mère, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mère, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Donc, bienvenue sur Fréquence 8. Cette semaine, c'est en compagnie de Laurent Pépin qui est venu nous présenter son roman Monstrueuse Féerie, édité chez Flatland Éditeur, collection La Tangente. Bonjour Laurent. Bonjour Nathalie. Ce roman a un petit format. Oui. Qui va bien à une novella, comme vous m'avez dit l'autre jour. Par contre, il a votre éditeur est une maison d'édition associative, c'est ça ? Oui, c'est une association à Tourcoing
donc lui, il éditait jusqu'à ouvrir cette nouvelle collection La Tangente, essentiellement science-fiction, fantastique et fantasy. Donc il y a notamment une revue qui s'appelle Le Novelliste, qui dans le milieu de l'imaginaire a sa petite renommée malgré tout. Je dis malgré tout parce que c'est une association et c'est pas non plus des milliers de ventes. Et avec La Tangente, en fait, il a voulu ouvrir la voie à autre chose, c'est-à-dire pas forcément de l'imaginaire, même si ça a trait à l'imaginaire, mais ça peut avoir trait d'assez loin. Et son idée, c'était plutôt d'ouvrir vers des textes inclassables. Inclassables par le format, comme on le disait. Oui, c'est vrai que le format est ça fait un petit guide un peu, comme les guides touristiques. Oui, et puis inclassable parce qu'il est dedans. Oui. Souvent, ce texte d'ailleurs a été, Monstrueuse Féerie, par les différentes critiques ou commentaires qui ont pu être écrits, puisqu'il y en a eu quelques-uns, j'ai réussi quand même à obtenir qu'il y en ait quelques-uns. Souvent, ça a été considéré comme un OLNI. Objet littéraire non identifié. Voilà, ça c'est un mot que j'ai vu sur une critique sur 2. Oui. Mais pour avoir lu d'autres textes de la collection, un autre texte pour le moment de la collection La Tangente, je dirais que sa spécialité c'est les OLNI. Oui, parce que j'avais lu Pilgrim de Xavier Serrano qui serait bien difficile de catégoriser également. Voilà. Ou catégoriser plutôt. Et à la fois, on n'est pas toujours obligé de rentrer dans des cases non plus. Non, tout à fait. Tout à fait. Je le fais pas au travail, je voulais pas le faire dans les bouquins. Oui. Avec une illustration. Alors, ce n'est pas une illustration. Vous avez une première de couverture qui, je trouve, illustre assez bien la réalité que nous montre l'enfant tel que lui il l'a vécu, qui fait des monstres, enfin des bêtes, on ne sait pas trop. C'est tout un tas de monstres, oui. Oui, c'est Kawanabe Kyosai qui est un peintre japonais du 19e siècle. Et c'est vrai que ça surprend. En général, quand on voit ces tableaux ou même simplement des fichiers sur Internet, on est très surpris de savoir que c'est un peintre du 19e, parce que ça fait très 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 contemporain, avec même une petite touche manga. Effectivement, c'est du 19e. Ah oui. Alors c'est très étonnant et je trouve qu'à la fois pour votre livre, ça colle bien. C'est un choix de votre éditeur ? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis c'est un excellent choix. Ouais. Et d'ailleurs, les prochains textes que je produirai dans la même collection, on va les illustrer avec le même peintre. D'accord, on va garder une espèce de fil rouge là. Oui, tout à fait. Les couvertures montreront qu'on ne s'y trompe pas, c'est bien la suite, ou du moins quelque chose qui va avec. Oui. Donc c'est un peu plus grand qu'un livre de poche, mais on est quand même plus proche du livre de poche que du brochet en général, avec un prix effectivement un prix livre de poche en fait, quoi. Oui, 8,50 €. Oui. C'est vraiment et donc maison associative. Donc vous me disiez que c'est une maison qui ne gagne rien sur ses livres. Oui. Le but c'est de survivre, c'est-à-dire d'être à flot par contre financièrement pour pouvoir justement poursuivre. Puisque mon éditeur Lionel Évrard, il a un travail à côté puisqu'il est traducteur de métier, et son but en tant qu'éditeur c'est de publier ce qu'il a envie de publier. Donc dans certaines collections il va exhumer des textes méconnus d'il y a 150 ans, et parfois des auteurs contemporains complètement inconnus, et c'est ce qu'il a fait avec moi, puisque j'ai dû envoyer Monstrueuse Féerie à... En plus, l'avantage par fichier numérique, c'est qu'on peut l'envoyer à beaucoup d'éditeurs. Mais je dirais peut-être une centaine. J'ai eu 2 propositions d'édition, Lionel, donc, de Flatland, et puis Sipaya. Mais Sipaya, les restrictions sanitaires, le premier confinement a tué cette maison d'édition. Donc, c'est vrai que l'année passée a été un peu chaotique, et pour les maisons d'édition et pour les auteurs, pour se faire éditer, c'était quand même un peu... c'était compliqué. C'était un peu compliqué, quoi. Oh, mais ça aurait été compliqué les autres années aussi, pour moi. Non, c'est le premier et le seul à l'avoir tenté, vraiment. D'accord. Premier roman ?
Oui, j'écrivais beaucoup quand j'étais jeune homme, mais jamais rien de publié ni de publiable d'ailleurs. D'accord. Oui. Donc, Et j'ai repris l'écriture effectivement il y a 2 ans. D'accord, pour Monstrueuse Féerie. C'est ça, j'ai commencé par ça et puis j'ai continué ensuite. Oui. Donc vous m'avez dit que, je crois que c'est lundi, que certaines des anecdotes étaient piochées sur des expériences par rapport à des patients que vous connaissez. Oui, tout à fait. Moi, j'ai essayé effectivement de résumer, plutôt de synthétiser des propos qui m'ont été réellement tenus par les patients pour les 2 tiers effectivement des anecdotes. Par exemple, j'ai vraiment un patient qui voudrait être enterré dans un cercueil en verre. C'était celui-là que je pensais. Ah oui, à part que j'ai changé son prénom, j'ai gardé le reste parce qu'effectivement, dans un cercueil en bois, on voit pas à travers et il a peur d'avoir peur. Alors dans un cercueil en verre, c'est un peu plus vivant, voilà. Donc, mais il va avoir un horizon un peu plus large. Oui. C'est ça. Oui. Et puis il va voir sa princesse arriver pour le baiser salvateur. Là, c'est mon narrateur qui ajoute ça, mais parce qu'il est un peu cynique quand même. Mais lui, c'était juste la peur d'être claustro en fait dans cette boîte en bois. Mais... D'accord. C'est vrai que je l'ai trouvé assez savoureuse, celui-là. Oui. Mais j'ai vraiment eu aussi une patiente qui s'arrachait des bouts de peau parce qu'elle pensait que des cigales pondaient des œufs sous sa peau. Voilà, c'est plein de poésie tout ça. Et elle m'expliquait que, en plus ça lui arrivait, elle avait déjà 80 ans passés. Et je lui demande comment les cigales ont pu arriver là, après 80 ans, sans qu'elles soient là. Puis elle m'explique qu'elles avaient toujours été là, mais qu'autrefois, elle ne faisait que chanter dans sa tête. Mais que malheureusement, et ça, elle ne sait pas pourquoi, mais un beau jour, au lieu de se contenter de chanter, où elle avait appris finalement à cohabiter avec le chant des cigales, elle leur demandait de se taire quand il fallait qu'elle cause à quelqu'un, là, elles ont commencé à coloniser le reste du corps, et puis à pondre des œufs, et là, ça a commencé à aller très mal. Oui. Donc ça se manifestait comment? Par des démangeaisons ou non? Ou c'est juste elle qui s'arrachait la peau, quoi? Ouais, avec une pince à épiler, puis elle mettait ça dans des petites boîtes pour essayer de prouver aux médecins, pour qu'ils les examinent, et pour prouver aux médecins que c'était bien des os de cigale. D'accord. Oui. Et le médecin les a examinés? Alors non, mais moi je lui avais conseillé quand même de montrer ça au médecin parce qu'il me semblait que pour le coup il lui fallait quelques neuroleptiques à cette dame. Donc je pensais que vraiment là on allait vers une catastrophe à très court terme. Oui. Ouais. Oui, parce que c'est de l'autodestruction. Alors... Ah oui, puis à la fin vous sautez par la fenêtre quand vous avez l'impression que des bêtes pondent des... Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'autre échappatoire. Oui, ça commençait à lui commençait à lui prendre la tête, comme on dit, quoi. Oui, tout à fait. Ah oui, je sentais la catastrophe imminente. Donc vous lui conseillez de mettre ça dans une petite boîte pour montrer au médecin pour qu'il les examine. Je savais que quand elle allait arriver avec sa petite boîte pour montrer ça au médecin, je savais qu'elle reviendrait avec l'ordonnance qu'il fallait. Oui. C'est une manière un petit peu de leur donner une seconde vie à tous ces patients, finalement. Oui. De les mettre, ça en fait des personnages de papier. Oui, parce qu'en plus j'ai la nostalgie, moi, d'une certaine psychiatrie où c'est vrai qu'il y avait les locaux, c'était très, très cheap. Il y avait parfois... pas de toilettes dans les chambres, parfois ils étaient 2 dans des chambres vraiment très petites, mais disons que la psychiatrie avait encore cette fonction asilaire, ce qu'on entend par asilaire, d'offrir asile. Aujourd'hui, on est plus dans une logique de mécanicien, c'est-à-dire quel est le problème, voilà comment on va le réparer, alors qu'on répare rien du tout. Mais du coup, cet accueil inconditionnel, lui, il n'existe plus. Et c'est vrai qu'en écrivant Monstrueuse Féerie aussi, je faisais l'inventaire de toute une pratique auprès des sujets psychotiques dont je savais déjà qu'elle allait disparaître et que je ne pourrais plus continuer. Puisque ce que je fais, moi, d'écouter ces choses-là, et puis même parfois d'être finalement un assistant pour des inventeurs, en fait, c'est quelque chose qui n'est absolument plus dans les clous, et ce n'est absolument pas ce qu'on demande, et je savais déjà en l'écrivant qu'il faudrait que je finisse par partir de ce centre. Donc c'est une manière un petit peu de leur devenir un peu intemporel et d'en faire des êtres éternels. Oui, c'est un éloge au lieu d'un éloge de la folie très générale, j'ai voulu
le faire par petites touches, à travers effectivement certains sont morts hein, dans ce dont je parle. Celle qui s'appelle Pierrette et qui aboie après les gens pour chasser les visiteurs, parce qu'il y a un patient qui a peur des visiteurs et qu'elle veut le protéger, elle est décédée il y a quelques années. Oui. Pierrot et Pierrette. Oui, Pierrot et Pierrette. Et pour le coup, j'ai gardé les vrais prénoms d'ailleurs. Oui. Parce que je trouvais que ça allait bien ensemble. Mais ils sont pleins de poésie aussi. Hein. C'est vrai que je n'aurais pas pensé mettre ce terme-là avant de vous lire. Maintenant, effectivement, on peut changer notre regard sur la psychiatrie, quoi. Et je pense que, alors peut-être, alors ça c'est vous qui allez pouvoir le dire, que quand on est psychologue et quand on travaille avec ces gens-là, si on n'a pas un regard autre que dramatiquement médical, on peut, ça doit être difficile quand même de garder une distance. Oui, mais c'est ce qui fait que d'ailleurs auprès de ce genre de patients, souvent les psychologues ne restent pas forcément très longtemps de nos jours, parce que effectivement il fallait avoir un autre regard pour pouvoir travailler. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, comme de toute façon cet autre regard aujourd'hui il est banni, on a donc des gens qui arrivent avec les méthodologies contemporaines, le formulaire, l'inventaire et les statistiques, et puis ensuite cette idée d'une réparation à travers des modèles informatiques, cybernétiques, mathématiques, etc. Ils essayent quelques mois, ils se rendent compte que c'est complètement inadapté, mais au lieu de se dire c'est inadapté, c'est autre chose qu'il faut faire, ils s'en vont pour réessayer de faire ça, mais vous savez, c'est beaucoup plus facile de soigner les gens qui ne sont pas malades. Donc finalement, pour finir par avoir raison à travers leur méthodologie, ils iront dans des services où il n'y a pas vraiment besoin de soins psychiques. Puis là, ils auront raison. C'est très bien, tant mieux pour eux. Voilà. Et là, les imprimés pourront se remplir, il n'y aura pas de souci. Il n'y aura pas de souci, oui. Mais qu'est-ce qu'on fait des autres ? Qu'est-ce qu'on fait des autres ? La psychiatrie est sinistrée à ce point. Souvent, les médias la présentent comme un secteur médical quand même assez sinistré et de plus en plus. Alors moi, c'est vrai que je ne travaille pas précisément en service de psychiatrie, puisque je suis en foyer de vie. Alors, c'est sinistré, mais... pas forcément, contrairement à ce qu'on nous dit et ce qu'on nous rabat par rapport aux locaux, par rapport au budget. Le vrai sinistre dans la psychiatrie contemporaine, c'est les recommandations de bonne pratique. C'est qu'on se retrouve avec des petits livres rouges, finalement, qui, en 150 pages, prétendent circonscrire toute expérience humaine. Expérience, pas dans le sens expérimentation, mais dans le sens expérience de l'humain, dans le sens de la rencontre, et qui prétendent le circonscrire et le prescrire. Donc on envoie ça à des directeurs, qu'envoie ça à leur cadre et qu'envoie ça au personnel. Par conséquent, il n'y a plus de réflexion finalement sur la situation des gens qu'on accueille, parce que tout est pensé par le haut, sans eux. Avant même qu'on puisse les connaître, on sait déjà ce qu'il faudra faire pour eux. Pour moi, le vrai sinistre, il est là. Hein. C'est un sinistre de la méthodologie et de la... Oui, pour moi, c'est une espèce de pensée violente et stupide. En fait, l'information va pas dans le bon sens. Ça devrait être du bas vers le haut, alors que là, c'est du haut vers le bas, quoi. Oui, et je dirais qu'on a toujours été, jusqu'à il y a peut-être au moins 20 ans maintenant, peut-être même sans doute 30 ans, ça allait certes du haut vers le bas, il y avait des recommandations, mais on avait aussi des informations qui allaient du bas vers le haut, et la fonction des cadres ou des directeurs de centre, c'était justement de recueillir des infos qui leur venaient d'en haut, mais aussi d'écouter celles qui leur venaient d'en bas, et de se dire qu'est-ce que je fais avec tout ça. Aujourd'hui, des directeurs vont être directeurs de plusieurs sites à la fois. La seule communication qui existe aujourd'hui, c'est une communication par mail. Hein, vous pouvez avoir le bureau qui est à côté, à 10 mètres. On va s'écrire des mails. Et par conséquent, ils n'écoutent pas ce qui vient d'en bas. Alors on dira qu'ils n'ont pas le temps, mais ça tombe bien. Ils n'ont pas le temps, mais en plus, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que s'ils écoutent ce qui se passe par le bas, ils vont être obligés de nuancer les consignes qu'ils vont recevoir par le haut. Mais s'ils les nuancent, ça veut dire qu'ils ne vont pas respecter intégralement le cahier des charges qui leur est imposé, et s'ils ne le respectent pas complètement, il va y avoir un petit dénivelé sur leur plan de carrière. Par conséquent, ça tombe bien si on n'a pas le temps d'écouter les équipes, et encore moins de connaître les usagers. Parce que si je les écoute, je vais être obligé de prendre acte de certaines réalités, et si j'en prends acte, je ne pourrai plus demander n'importe quoi parce que ça m'est demandé. Ça, c'est une synthèse très
très révélatrice du fonctionnement d'aujourd'hui. Oui, ah bah oui, oui. C'est-à-dire que la psychiatrie n'est plus un lieu d'écoute de la singularité, c'est un lieu où on prétend réparer des moteurs qu'aurait un pet. Bon, mais écoutez, voilà, état des lieux de la psychiatrie aujourd'hui. Je rappelle le titre de votre roman, Monstrueuse féerie, donc chez Flatland Éditeur, dans la collection La Tangente. Et nous, on se retrouve demain, puisque nous avons encore 2 jours à passer ensemble. Bien, à demain. Donc, à demain. Laurent Pépin, Monstrueuse féerie. Quelque chose commençait à clocher. J'adorais lui parler des monuments, mais il y avait un souci avec ma façon de faire. Les peurs archaïques que je tâchais d'escamoter en bricolant une position d'exception un peu artificielle dans nos échanges ressurgissaient de plus en plus fréquemment. Je construisais mes histoires avec soin, pourtant, espérant qu'elle ne se rendrait compte de rien. Un soir, j'avais commencé à lui parler de Jean-François, avec lequel on avait entamé un travail qu'il appelait « l'encyclopédie des mondes habitables ». Jean-François voulait découvrir par le biais de mon ordinateur de nouveaux pays, de préférence loin d'ici, pour pouvoir partir vivre quelque part où il serait libre. Il voulait tout savoir. Quelle langue y parlaient les gens, de quoi ils vivaient, quelles étaient les spécificités de leur agriculture, quel type de relief on pouvait y rencontrer, et surtout, s'il y avait des plantations de tabac et de café, et si la population n'y était pas trop dense. Je m'étais arrêtée au milieu de mon histoire, pas parce que je ne savais plus ce que je racontais, mais parce que je ne savais pas pourquoi j'étais en train de lui dire ça. Il y avait eu un glissement, une fissure. Je voyais que mon elfe pensait à autre chose, ou plutôt, elle pensait à moi, mais à ciel ouvert. Elle avait compris, je crois, que mes récits extraordinaires avaient la même fonction que les histoires de Scheherazade dans les 1001 nuits. Je n'avais pas peur qu'on me coupe la tête, si je me taisais. J'avais peur qu'elle s'en aille. Mais il ne faut pas emprisonner les elfes. Cette peur était devenue un moteur dans mes récits, ça lui rendait mon contact plus difficile. J'ai commencé à percevoir autrement certains traits de son caractère, à les interpréter comme les prémices d'un départ inexorable. Par exemple, il ne fallait jamais éteindre la musique quand nous étions tous les deux. Au début, moi j'y voyais une passion, une façon de maintenir un fil de vie continu pour rester attaché au mouvement du désir et de la curiosité. Et quand je caressais son corps, il m'arrivait d'amuser mes mains à essayer de découvrir où était localisé le récepteur Bluetooth. Mais sans musique, son corps s'affaissait tout d'un coup, et les envies d'ailleurs surgissaient. Sur son front, des forêts, des ciels furieux, des océans déchaînés se dessinaient. Et il fallait remettre la musique. C'était important pour qu'elle tolère la compagnie d'un homme. En fait, je commençais à percevoir que ces pulsations la rapprochaient jour après jour du moment où elle devrait s'échapper pour regagner les songes, les grands espaces. Si j'étais patient, cependant, elle pouvait encore se laisser captiver, abandonner, hypnotisée dans mes bras. Il suffisait de lui caresser les cheveux en appuyant fort, de les tirer aussi, un peu. Elle adorait ça. Enfin, elle s'oubliait. Sa tête rentrait dans ses épaules, se penchait vers la mienne, son corps tendu, toujours parcouru d'antagonisme, se décontractant enfin, s'amollissant tendrement avec des petits bruits de chatons qui rêvent. Et j'éternisais ces moments, sachant comment les faire durer des heures. Je lui racontais avec délectation les dernières trouvailles d'Henri. Ça fonctionnait toujours, Henri. C'était sans doute celui de nos monuments qui avait le plus peur de la mort. Il m'avait expliqué qu'il ne voulait pas être enterré dans un cercueil en bois parce qu'il y fait noir et qu'on ne peut pas voir à travers. Un cercueil en verre, il trouvait ça mieux. Ça offre une meilleure visibilité, quelques perspectives d'avenir. Et Henri pourrait rêver les yeux ouverts dans l'attente de la princesse qui viendrait le réveiller. Puis, subitement, son corps tressaillait à nouveau d'une envie de s'échapper, comme un oiseau en cage. Je guettais anxieusement ce moment où elle serait à nouveau inaccessible. Je me disais, elle est jolie, sa cruauté est si douce.
Une phrase ironique issue d'un roman que j'avais écrit 20 ans plus tôt. Un très mauvais roman sur un garçon timide et perdu qui n'ose aucun de ses désirs. Mais mon elfe s'impatientait de plus en plus. Elle n'avait jamais aimé que je ne vive que pour nos moments communs. Elle se sentait enfermée. Depuis quelque temps, elle commençait également à s'inquiéter pour moi. Elle me posait des questions sur mon emploi du temps personnel, en dehors du travail, pour connaître mes amis, mes centres d'intérêt. J'étais bien en peine de lui répondre quoi que ce soit. J'ai souvent la sensation confuse d'avoir vécu accroché à un rocher au milieu de l'océan, durant toute mon enfance. Aujourd'hui encore, j'entre en contact avec des gens extraordinaires, parce que les autres me semblent fades, flous, comme s'ils faisaient semblant d'exister. Mais quand je laisse quelqu'un accoster sur mon îlot rocheux, il prend une place démesurée. Et lui, il ne comprend pas. Sauf si c'est un monument. Ils comprennent ça, les monuments. Mon elfe avait pris toute la place. Elle m'avait rejoint sur mon rocher. Elle croyait que je serais capable d'en partir avec elle. Moi aussi, je l'ai cru. Parce que le moindre contact de sa main, de ses lèvres, de son corps, son simple regard était pour moi un choc électrique qui réveillait un monde vivant fait d'opportunités désirables. Et je n'avais rien à répondre concernant ma vie, quand je n'étais pas avec elle ou au travail. Parce qu'il n'y avait rien. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, aujourd'hui, je retrouve avec plaisir notre invité à l'honneur cette semaine, donc Laurent Pépin, qui est venu nous présenter son roman Monstrueuse Féerie, donc édité chez Flatland Éditeur dans la collection La Tangente. Bonjour Laurent. Bonjour Nathalie. Vous avez abordé, le narrateur, quand il, dans un passage où il fait référence, puisque vous alternez l'enfance et l'adulte, le narrateur a abordé des thèmes, je trouve, qui sont fondateurs dans la construction de l'identité d'un enfant. Je me suis demandé si c'était l'adulte qui, rétrospectivement, mettait ces mots-là sur ce qu'enfant il avait vécu, ou bien si c'était l'enfant qui avait déjà eu ce sentiment ou ce pressentiment que ce qui se jouait était important. La relation entre la nourriture et la sécurité affective. Il dit à un moment, il a été un peu gavé quand même. Est-ce que c'était pas pour compenser une insécurité affective? Oui, alors en fait, là, je peux répondre de deux façons différentes. C'est-à-dire qu'effectivement, il est en jeu, mais c'est aussi son père qui est mis en jeu. On se rend compte que pour cet enfant, oui, il a conscience. Quand il passe son temps à s'empiffrer au fond, allongé sur son lit, lui qui est terrorisé par l'idée d'une rencontre avec l'autre, c'est parce que l'avantage, et on peut dire ça, c'est ce qu'on disait en off, de tous les troubles alimentaires, au fond, ou presque, c'est que ils permettent de jouir quand même, tout en ne mettant pas en jeu la relation à un autre. Et cet enfant, quand il fait ça, il a conscience que c'est pour essayer de tirer du plaisir, tout en ne sortant pas de cette zone de confort hors de laquelle il se sent profondément en danger. Par contre, ce qui est rétrospectif, c'est-à-dire ce qui est plutôt du côté du narrateur adulte, c'est le fait d'avoir identifié que si le père de cet enfant, c'est-à-dire son père à lui quand il est enfant, l'a à ce point nourri, gavé, jusqu'à finir par le brancher à des sondes de gastrostomie, c'est justement pour que son enfant ne rencontre pas le dehors. C'est parce qu'il y a quelque chose de profondément incestuel dans la vision que le père a du monde. Et ça, effectivement, c'est pas le petit garçon qui l'analyse comme ça, quoi. Non, il en est pas capable. Et à la fois, il a quand même conscience
qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal quand même. Oui, mais lui, ce qu'il dit, à un moment donné, et là c'est peut-être plus sa voix à lui, il dit, de toute façon, il fallait bien que le père dépose de la nourriture un peu partout, parce que quand il arrêtait de déposer de la nourriture, il savait pas quoi faire de son corps. Et alors c'était bien pour le père, ça lui donnait une occupation. Mais voilà, ça, il avait bien identifié que c'était aussi chez le père une tentative pour faire semblant d'entrer en contact avec ses enfants, mais enfants avec lesquels il ne savait pas quoi faire, qu'il n'osait pas regarder, à qui il ne parlait pas. Parce que ce père est profondément déplacé dans cette structure familiale et il était fait ni pour avoir une femme, ni pour avoir des enfants. Et ça, par contre, oui, l'enfant s'en rend très bien compte. Alors vous parliez tout à l'heure de cette jouissance que peut donner la nourriture sans mettre en danger la relation à l'autre, mais du côté du père, est-ce qu'on peut imaginer que lui aussi a du plaisir à gaver ses enfants pour compenser Lui, c'est pour... en fait, on est dans une espèce de logique incestuelle, c'est-à-dire que si les enfants ne sont pas pleins, ne sont pas complètement rempli tout le temps, ça risque d'ouvrir la voie à un désir de quelque chose d'autre que de rester allongé sur son lit dans sa maison. Et la crainte du père, c'est que les enfants sortent de la maison, aient des amis, ce qui représenterait aussi le signe qu'un jour ils s'en iront. Et ça, le père, ça le met en danger. Parce que il est dans cette famille, lui, certes complètement inadapté, mais la construction de son côté de cette famille, c'est un paravent. C'est un décor de théâtre. Il n'investit pas cette famille, mais il en a besoin pour ne pas être identifié à travers ce qu'il est réellement, ce qu'il est et ce qu'il fait réellement. Et puis le père est un très grand malade aussi dedans. Mais, oui. Et puis, alors c'est pareil. À un moment donné, le narrateur raconte quand même quelques bribes de l'enfance du père. Oui. Oui, c'est assez comique, même si c'est affreux. Mais bon, c'est pareil. On voit bien qu'il y a quand même une espèce d'atavisme familial là, oui, qui se. Oui, autour de cette sécurité finalement de comment on appelle ça, l'endogamie. Enfin, voilà. C'est quand même assez dramatique quand même. Ouais. Si on pouvait se reproduire par mitose plutôt que d'aller rencontrer des gens au dehors, oui, ça leur aurait mieux convenu. Mais et en plus, il rencontre une femme et comme il dit à un moment qu'il a du mal à supporter puisque finalement, elle se comporte exactement comme sa mère et sa grand-mère. Oui. Donc la seule femme qui. Ah oui, elle lui demande d'aller se laver. Oui. Ce qui est insoutenable pour lui, mais parce que c'est d'une violence. Oui. C'est très violent. Oui. Oui, c'est insoutenable pour lui parce que sa seule construction, quand il est enfant, sa seule résistance à sa mère et sa grand-mère, c'est de pouvoir faire semblant de se laver quand elle croit qu'il se lave. Voilà, et faire semblant de se brosser les dents. C'était sa rébellion à lui, quoi. Bah oui, parce qu'il est issu d'une famille où en fait ils ont fait construire une maison où on a très exactement 2 cuisines parfaitement identiques qui se font face à face, 2 salles à manger, 2 salons tout identiques. L'un pour la mère, l'autre pour la grand-mère. Et le père, lui, quand il est enfant, doit déjeuner, enfin petit déjeuner, goûter et dîner avec la mère puis la grand-mère, ou l'inverse, en fonction des jours pairs ou des jours impairs, pour que tout le monde soit satisfait. Donc c'est vrai qu'il est... Il est déjà l'otage lui-même par la nourriture. Oui, et puis l'otage par la nourriture, et puis l'otage de ces sentiments de sécurité qu'ont les gens en enfermant les enfants, finalement. Oui. Donc forcément que ses propres enfants, il n'avait pas d'autre modèle finalement à transmettre. Oui, tout à fait. Il n'avait pas d'autre modèle à transmettre. Et puis il avait quand même besoin de constituer un paravent. Puisqu'en réalité, il y a autre chose, mais qu'on apprend un petit peu au cours du texte, c'est qu'en fait le père est homosexuel et que ce mariage est une mascarade parce qu'il ne l'a jamais annoncé ni à ses parents ni à sa grand-mère. En fait, c'est une espèce d'armure qu'il s'est construit comme l'enfant, en fait, pour arriver à traverser des enfances aussi traumatiques. Si à un moment donné l'enfant ne se met pas une carapace, c'est difficile de traverser
de traverser ces épreuves-là, finalement. Oui, c'est vrai qu'on a le choix entre la carapace ou sinon on a effectivement le délire, la violence, les addictions. C'est vrai qu'après, c'est... On prend les... Mais disons que le père, il a littéralisé la carapace, puisqu'après, il se retrouve envahi par les cafards. Donc, Oui, mais ça, c'est l'enfant. C'est l'enfant qui voit son père avec oui, c'est l'enfant les qui voit son cafards, père, oui. Oui, il se le représente comme ça, mais parce qu'il y a quelque chose du côté de cette saleté épouvantable, comme une seconde peau huileuse, etc., chez le père, qui le dégoûte profondément. Et donc, un enfant qui se construit dans un univers comme ça, c'est quand même... si il se construit pas son univers à lui... Oui. Alors, bon, comme on disait, lui, ça a été les livres. Les livres l'ont sauvé, il s'identifie à ses héros, donc qu'ils soient féminins, masculins, enfants, adultes, peu importe, tout est bon pour lui, quoi. Ouais. Du moment que ça le sort de son quotidien et de sa réalité. Oui, et finalement, une fois adulte, il est très déçu, c'est ce qu'on peut dire après coup, il est très déçu de ce qu'on peut nouer comme liens sociaux entre adultes. Finalement, toute son enfance, il est enfermé avec ses livres, en attendant quand même le jour où il pourra nouer des vrais contacts. Et puis finalement, c'est tellement décevant, les contacts qu'on peut nouer avec des gens ordinaires, qu'heureusement, il occupe cette fonction de psychologue auprès de gens qui lui semblent en revanche extraordinaires. Il le dit à un moment donné que, au fond, la différence entre les monuments, c'est-à-dire les malades mentaux et les gens normaux, c'est que nous, les gens normaux, on est des modèles en série, alors que les monuments, eux, sont des modèles uniques. Oui, et puis dans leur construction, ils s'y retrouvent en fait. C'est un peu comme des miroirs. Enfin, l'autre est un peu un miroir. Et finalement, il ne se reconnaît que avec ses patients, dans leur poésie, dans leur univers. Finalement, il a l'impression un peu de parler le même langage qu'eux, quoi. Oui, et en plus, en même temps, là, pour le coup, il est un peu en infiltration, parce qu'en même temps, il a quand même conscience que... Je pense qu'il a conscience que c'est rassurant pour lui d'être du côté psychologue. Parce qu'en fait, il est là pas parce qu'il est du côté psychologue, ça c'est... Il a pu, parce qu'il a fait des études, qu'il travaille, et qu'il a réussi à faire en sorte que ça se voit pas trop. Mais s'il est venu là, c'est parce que, oui, effectivement, il s'identifie plutôt à ses patients qu'à ses collègues. Oui. Mais avec le côté où je suis du bon côté quand même. Bah oui, du moins... Moi, je suis du côté où je m'en suis sortie. Du moins au début du livre, oui. Oui, c'est... Voilà. Lui, ça le rassure, sauf que effectivement, plus on avance dans le livre et plus on sent quand même le doute s'infiltrer et de se dire que finalement... Il y a même une question qu'on m'a posée parfois et qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il est vraiment psychologue ou est-ce que c'est un des patients qui parle ? Est-ce que c'est... Voilà, c'est une question qu'on peut se poser en lisant. Est-ce que c'est un patient qui se prend pour le psychologue ? Tout à fait. Ouais, on peut se poser cette question-là. Ah mais je répondrai pas, mais on peut se la poser. Bon, alors moi je me la suis pas posée. J'ai vraiment pensé que c'était un psychologue un peu hors norme, et qui avait une façon assez, qui posait un autre regard sur la maladie mentale, un regard un peu atypique, mais bienveillante. Enfin, après, je ne sais pas ce que ça peut avoir comme résultat sur la réparation ou sur ce qu'on peut escompter faire avec ça, mais en tous les cas, il les voit comme des poètes. Oui. Et ça, je pense qu'il y a peu de psychiatres ou de psychologues à voir les malades mentaux comme des poètes, quoi. Oui, mais parce qu'on ne répare personne. Par contre, on peut faire lien social en donnant ses lettres de noblesse au discours de quelqu'un. Mais on ne répare jamais personne. On peut toujours essayer et l'isoler en plus, ou alors accepter de ne pas essayer et puis lui tendre la main. Et ça se fait de moins en moins. Ah bah ça, aujourd'hui, c'est interdit. Il faut une méthodologie efficace. Et souvent qui passe par la chimie. Qui passe par la chimie. Alors ça, c'était déjà le cas avant, et ça, je suis pas forcément contre, parce que, cela dit, c'est quand même grâce à ça qu'on a aussi des gens qui arrivent à vivre en ville. Avant les neuroleptiques, c'était tous les fous à l'hôpital. C'est aussi grâce à ça qu'on a pu constituer des foyers de vie qui, nous, on est dans la forêt, par exemple. Ils ont un espace énorme. S'ils veulent aller crier et gueuler s'ils veulent aller gueuler dans les bois, ils peuvent. Dans un hôpital en ville, c'est pas adapté à ces personnalités hors normes. Donc, le problème, c'est pas que ça passe uniquement par la chimie, c'est que ça passe aussi par ce qu'on appelle les thérapies cognitivo-comportementales, où on considère que le sujet en face de nous n'est que le miroir de la consigne qu'on lui a donnée. En d'autres termes, s'il obéit pas, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à le réparer, c'est ou qu'on n'a pas crié assez fort, ou qu'on n'a pas tous crié de la même façon. Donc, alors, vous pouvez être d'un côté, c'est-à-dire que si on pense qu'on n'a pas crié assez fort, c'est qu'on est comportementaliste. Si on considère qu'on n'a pas tous crié de la même façon, c'est qu'on est cognitiviste. Mais ils s'entendent bien,
Dans le doute, il faut crier très fort, mais pareil que l'autre. Mais oui, mais c'est ça. Malheureusement, c'est ça. Par exemple, on va passer des heures carrées à faire répéter comment nouer des lacets à un grand autiste. Alors que ce type, il voulait juste aller faire de la musique à ce moment-là. Simplement, il n'aura droit de faire de la musique que quand il aura noué ses lacets. Et s'il ne les noue pas, il ne fera plus de musique. Bah non, laissez-le faire de la musique. Et après, on nouera les lacets. Bah oui, et peut-être, voire même laissez-le faire de la musique, tant pis si on n'a pas les lacets. On lui achètera des chaussures à scratch, mais laissez-le faire de la musique. D'accord. Et ça, c'est plus trop dans cette mouvance comportementaliste ? Non, parce que oui, le principe, c'est que c'est le thérapeute ou l'éducateur qui sait. Et finalement, il attend... On n'est plus dans un échange qui investigue l'histoire d'un sujet pour comprendre comment il fonctionne et pourquoi. On est dans un échange qui est prescripteur. C'est-à-dire qu'on a la parole du thérapeute ou de l'éduc qui... Du sachant. Du sachant, voilà. Et qui réclame de vous un comportement parce que ce comportement est normé, alors que pour l'instant, le vôtre ne l'est pas. Et donc ensuite, on va plutôt être dans un échange de récompense ou de punition en fonction que la réponse concorde avec l'attendu ou non. D'ailleurs, vous le dites à un moment, on veut les protéger, mais on devrait d'abord les protéger de ceux qui leur veulent soi-disant du bien, oui. Plutôt que de les protéger d'eux-mêmes. Oui, finalement. parce que j'ai caricaturé la logique inclusive dans laquelle on est aujourd'hui, où il faut les emmener dans des clubs lambda pour gens ordinaires, vous, moi, en ville. Il y a ceux qui vont faire du judo, ceux qui vont faire du basket, ceux qui... il faut chaque année organiser une journée dans laquelle on invite des gens de la commune, du village du coin, des salariés, mais de l'hôpital général, qui n'ont rien à voir avec ce truc-là, et qui visitent ça comme on visiterait un zoo. Et on part du principe que cette logique inclusive, ça veut dire que pour le coup, on reconnaît la pleine citoyenneté de ces personnes-là. Bon, je vais vous dire, très heureusement, la plupart ne votent pas parce qu'ils n'ont pas le droit de vote, et pour cause. Je veux dire, on ne sait pas lire, on ne sait même pas ce qu'on va mettre dans l'urne, et puis de toute façon, on ne suit aucun débat politique. Mais il faut quand même reconnaître cette inclusion. Une inclusion qui ne veut absolument rien dire, qui n'est pas adaptée, qui est faite par nez de clown, en fait, à travers une espèce de potacherie qu'on va organiser comme ça. Mais, et puis quand on a fait ça, on est content, on a l'impression de les avoir inclus dans notre société. Oui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait des choses comme ça, ils sont pas bien du tout, et il y en a beaucoup qui n'ont pas du tout envie d'y aller à vos cérémonies et vos fêtes, et oui. Oui, ça les insécurise plus que ça ne les rassure. Qu'est-ce qu'on me veut ? Qu'est-ce qu'ils me veulent ? D'ailleurs, les pauvres Pierrot et Pierrette... Non, eux, ils n'aimaient pas. Eux, ils aimaient on pas. les a perdus ce jour-là, d'ailleurs. Oui, ils sont partis se cacher dans les bois. Bon, eh bien, écoutez, voilà ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui. Donc, je rappelle le titre de votre livre Monstrueuse Féerie, donc chez Flatland Éditeur, dans la collection La Tangente. Et nous, on se retrouve demain pour notre dernière journée de la semaine, puisque c'est demain vendredi. Laurent Pépin, Monstrueuse Féerie. La maladie de la mère était en train de muter. Elle avait été professeure de français avant d'aller se coucher à l'arrivée de son premier enfant. Mais après le divorce, tout cela a changé de forme. Cette fois, c'était un peu l'histoire de Blanche-Neige, mais dans une version industrielle. Les hordes de démunis de la ville de Cachan se relayaient pour lui donner le baiser d'amour salvateur. C'est que la mère s'était proposée dans une association pour faire du bénévolat. Elle assurait des séances d'alphabétisation. Seulement, il y en avait des plus ou moins dangereux, des démunis. Ils s'alphabétisaient en général dans le lit de la mère, ce qui la réveillait le plus souvent. Je ne comprenais pas l'existence de ces gens, et encore moins leur présence dans ma maison. Il y avait des chiens, de l'alcool, et des aiguilles qui piquent et peuvent donner des maladies, elle m'avait dit, la mère. Car la mère reparlait quelquefois. Depuis qu'elle ressortait occasionnellement du lit, je ne comprenais pas qui elle était. Ça ne me rappelait rien. Je ne me rappelais que de mon bonheur de bébé et de la longue maladie. Je ne savais pas si c'était elle qui était devenue une étrangère ou si c'était moi. Parfois, la mère pleurait, elle aussi. Elle avait une voix bizarre à cause de l'alcool et des médicaments. Elle disait que le départ du père ne changerait rien au passé.
Elle disait qu'elle avait vécu des choses difficiles. Elle disait que son père, à elle, l'avait violée quand elle était adolescente. Puis, j'ai pris l'habitude de me nourrir la nuit pour éviter les démunis. Peut-être pour éviter d'écouter la mère parler aussi. Et il fallait faire attention aux chiens. J'emportais de la nourriture et je repartais en courant dans ma chambre. Pour ne pas me relever, j'essayais d'uriner dans une bouteille. C'était difficile, alors j'urinais sur la moquette, dans un coin de la chambre. Toujours le même coin, comme les lapins. Ça ne sentait pas bon et j'aurais pas cru, mais ça brûlait la moquette. Les odeurs, les pensées, tout devenait nauséabond. Pour m'enfuir de moi-même, je devais m'absenter dans des rêveries sans fin qui me permettaient de devenir un autre. Je me servais des livres que je lisais et j'incarnais les différents personnages. Quand j'étais parvenue à les appréhender correctement, c'est-à-dire quand je pouvais penser comme ils pensaient, je me transformais en eux. Je mettais le livre sur pause et je continuais juste pour moi. Je n'allais plus beaucoup au collège afin de pouvoir continuer à rêver, enfermée dans ma bulle. J'étais indifféremment un homme ou une femme ou un enfant de n'importe quel sexe. Parfois, j'avais de la peine parce que je me rendais compte que je n'arrivais plus à sortir mon cerveau de son bocal d'éther et que j'aurais voulu avoir des amis. Alors, il fallait vite chasser ces idées et redevenir un personnage. Mais jour après jour, l'atelier d'alphabétisation de la mère prenait de l'ampleur. Il avait de plus en plus de succès. Ça devenait très compliqué de continuer à se cacher et à rêver sans danger. Il y avait constamment des dizaines d'hommes à la maison, de toutes les origines possibles et avec des difformités difficiles à décrire. Ils buvaient, criaient, cassaient des choses et on entendait la mère âner ou grogner très fort quand ils pratiquaient le coït. Et c'est là que la prolifération des monstres a commencé. La mère était enceinte constamment. Toutes les 3 à 6 semaines, il sortait de son ventre des nouvelles portées. On voyait tout de suite qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ces bébés. Il y en avait un qui était né sans bras ni jambes. Comme il n'avait pas de nom, je l'appelais Bébétron. Au bout du 3e jour, déjà, il rampait en se dandinant sur le ventre. Il avait dans la figure un regard inhumain. Je me disais que ça ferait du grabuge quand il grandirait. Je ne savais pas que les monstres allaient grandir plus vite que les bébés humains. Il y en avait d'autres, des nains, des siamois, une petite fille qui n'avait pas de bouche, une autre dont le cou était tordu à l'envers et qui devait marcher à reculons pour voir où elle allait. Elle me faisait très peur, celle-là. Les démunis changeaient également. Certains prenaient les têtes de leurs chiens. Pour la plupart, il y avait un problème avec leurs yeux qui n'étaient plus horizontalement sur la même ligne. Parfois, un œil ou un autre organe tombait de leur tête ou de leur corps et ils l'écrasaient sans même s'en soucier. Ça faisait un bruit qui ne me plaisait pas. Les démunis et les monstres s'étaient mis à parler une langue que je ne comprenais pas. Des borborigmes bizarres et des signes de la tête et du corps et on aurait dit qu'ils se comprenaient. J'étais un étranger. Je ne voyais plus mes frères, car chacun d'entre nous se barricadait dans sa chambre. Les monstres venaient gratter la nuit et parlaient dans leur langue ou s'amusaient à me menacer dans la nôtre pour que je comprenne bien. Et puis, ils riaient et j'avais peur. Le ventre de la mère était terrifiant. La mère ne mangeait plus jamais. Quand elle attendait une portée de monstres, son ventre devenait énorme, tendu avec des veines bleues comme des cordes. Elle voulait me le montrer. J'acceptais de la laisser entrer. J'ignore pourquoi. Mais quand elle crachait sa progéniture, qui s'en allait grouiller dans son lit, sa maigreur se faisait terrifiante. Il y avait un trou dans tout son corps. Elle n'avait pas de ventre. C'était une simple pellicule de peau qui repoussait à chaque gestation. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mère, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mère, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Nous sommes de retour sur Fréquence 8, donc aujourd'hui, vendredi, dernière journée de la semaine, en compagnie de notre invité Laurent Pépin, qui est venu nous présenter son roman Monstrueuse féerie, édité
dans une maison d'édition associative, Flatland Éditeur, dans la collection La Tangente. Bonjour Laurent. Nathalie. Alors, ce livre qui raconte quand même des histoires un peu lourdes, un peu dramatiques quand même, hein, le contexte est un peu dramatique, je trouve qu'il se finit sur une... du point de vue du narrateur, il le présente comme ça, comme une sortie un peu... c'est un peu optimiste quand même. Et on a l'impression qu'il voit enfin une lumière, après s'être bien débattu avec ses souvenirs, ses souvenirs d'enfance, ses monstres. On a l'impression qu'enfin il va voir le bout du tunnel. Oui. La lumière au bout du tunnel. Oui, ce que je vous disais, l'illumination, parce que c'est vrai que c'est pas n'importe quelle lumière non plus, puisque on peut raconter les choses. Il prend le parti de la folie en fait. Finalement, il finit par assumer ça et à considérer que, puisqu'il a toujours accepté de lire chez ses patients la folie comme l'expression d'une singularité et une expression poétique d'ailleurs, il décide d'assumer la folie, et la sienne, et de se la représenter comme de la poésie. Donc oui, il y a une forme d'optimisme, mais qu'est-ce que ça peut pouvoir induire comme conséquence que d'accepter d'être fou et de considérer qu'en cela, il est enfin devenu poète comme ses patients pour lesquels il avait un profond respect. Il y a malgré tout aussi une espèce de résignation. Ça veut dire que il décide d'arrêter de se débattre. Oui, mais on a l'impression qu'il le vit comme une libération. Oui, ah oui, oui. C'est comme si, il faisait enfin un choix, qui ne subissait plus ces monstres, qui ne subissait plus cette enfance quand même traumatique, qu'il a construit tel qu'il est, et qu'aujourd'hui, il faisait un choix, mais délibéré finalement. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que dans ce choix-là, si on fait le choix du délire, et qu'on pense avoir des monstres dans la tête, mais tout en sachant que ces monstres n'ont pas de réalité organique, mais sont plutôt les souvenirs qui le hantent, dans ce parti pris du délire, c'est avoir l'occasion d'extérioriser les monstres et peut-être de pouvoir se battre avec eux pour de vrai. C'est-à-dire, c'est aussi la possibilité éventuellement de se mettre enfin à en parler. Et à quelqu'un d'autre qui a une elfe énigmatique qui peut-être n'a jamais existé. Oui. Oui, et puis aussi peut-être, alors, soit comme une libération, et puis d'accepter que ces monstres, parce que je pense que pour lui, c'était vraiment des monstres. C'est peut-être en ça que ça peut confiner à du fantastique. C'est vrai que quand l'enfant parle, avec ses mots à lui, avec ses références littéraires, puisqu'il s'évade aussi dans les livres, c'est le seul moyen qu'il a trouvé, lui, pour se protéger de... Oui, en fait, il y a deux espèces de monstres dans le livre. C'est vrai, vous avez raison. Il y a les monstres réels, c'est-à-dire ceux qui sont censés sortir du ventre de la mère toutes les 3 à 6 semaines, qui sont des monstres réels, du moins pour l'enfant. Du moins pour l'enfant. Après, est-ce qu'on est dans un texte qui flirterait quand même un peu avec le fantastique, et donc est-ce que c'est à lire au premier degré ? Peut-être, ou est-ce qu'on est effectivement strictement dans une décompensation psychotique vécue de l'intérieur ? Ça, c'est un autre débat. Mais effectivement, il y a dans son esprit ces vrais monstres, il y a ceux-là. Mais d'un sens plus général, ce qu'il appelle les monstres, c'est pas uniquement les monstres qui sortent du ventre de la mer. Ce qu'il appelle les monstres, au fond, c'est tous ces adultes aussi qui lui voulaient du mal. Et puis c'est même, je dirais, plus globalement, ce sont ces cauchemars éveillés qu'il fait à chaque fois qu'il se souvient de son enfance, dont il se rend bien compte qu'elle est à chaque fois déformée, à chaque fois plus déformée que la dernière fois qu'il s'en est souvenu, et toujours déformée de façon encore plus monstrueuse. Les monstres, en fait, c'est pas que les monstres réels, c'est ses souvenirs d'enfance. Chaque souvenir d'enfance est un monstre particulier. Et quand moi j'ai aussi vu ces adultes qui étaient censés, enfin un adulte est quand même censé protéger un enfant, alors que là il les vivait vraiment comme des agressions permanentes, que ce soit son père, que ce soit sa mère, à chaque fois. C'est démunis aussi qui se faisaient alphabétiser par la mère. Oui. Mais je veux dire, ce n'était que de potentiels agresseurs pour lui finalement. Oui, tout à fait. On n'a pas l'impression que à aucun moment un de ces adultes lui a voulu du bien. Oui, il n'y a pas une seule figure d'adulte qui tienne bon en fait.
Il n'y en a pas une seule. Et je me dis, mais ça peut être vu d'un enfant avec un enfin, parce que je pense que c'est un enfant qui a beaucoup d'imagination, vu avec un regard d'un petit garçon de 9-12 ans, ça ne peut être que des monstres, tous ces adultes qui gravitent autour de lui et qui, à aucun moment, ne lui veulent du bien, quoi. Oui, puis en plus, moi, c'est aussi cela que j'ai vu les monstres. Oui, tout à fait, tout à fait. De toute façon, effectivement, toutes les figures adultes dans son récit d'enfance, il n'y en a pas une qui ne soit pas dangereuse, en fait. Effectivement. Et je trouve enfin, moi, ce livre, je l'ai vraiment perçu comme ça. C'est comment est-ce qu'un enfant de 9-10 ans, qui a eu le parcours qu'il a eu, a pu regarder cette réalité, avec quels mots il a mis dessus, et avec ça, quel adulte il est devenu. Et je trouve que c'est quand même, ça interpelle, quoi. Parce qu'un enfant, ça n'a pas de filtre. Enfin, si ça vous dit que c'est un monstre, je pense que, voilà, on a tout dit c'est pas n'importe quel mot qu'il choisit. Les cafards, c'est pas n'importe quel mot. Et je me dis, quelque part, là, cet enfant a au moins le mérite de nous montrer comment lui a vécu ça, quoi. Oui, je voulais quelque chose, et même dans l'écriture, d'ailleurs, parce qu'il y a des choses qui m'ont beaucoup flatté, mais qui sont un peu lointaines, sur l'écriture des passages donc en italique, c'est-à-dire les récits d'enfance, mais qui effectivement, donc ce que j'appelle le retour de ses cauchemars éveillés, mais où effectivement c'est sa voix d'enfant qui relate comme si ça venait juste d'arriver. C'est alors parfois on m'a parlé de l'écriture qu'on peut retrouver chez Marcel Aimé, on m'a même parlé de Céline. Alors de façon nettement plus modeste, il y a une écriture clinique de l'enfance qu'on retrouve dans des livres pour enfants, dans des petits Nicolas, ou même dans des bandes dessinées comme le Petit Spirou, avec une vision au premier degré de l'enfance, mais que je trouve assez louable. C'est-à-dire que c'est des visions où c'est pas un adulte qui se penche sur l'enfant, on essaye vraiment d'exprimer les choses à travers une voix d'enfant. Et je dois avouer que je me suis sans doute servi autant de ces références que de Marcel Aimé, en réalité. Je pense que c'est aussi intéressant d'avoir le regard d'un enfant sur ce qu'il vit, avec ses mots à lui, que d'avoir une interprétation d'adulte sur ce que vit un enfant. Oui, tout à fait. Enfin, l'un et l'autre sont aussi intéressants et peuvent constituer des aides précieuses pour apporter une réponse éventuelle, quoi. Et là, je trouve que cet enfant qui nous raconte ça, même si c'est ses souvenirs, enfin, c'est cet adulte mais c'est quand même un adulte qui raconte des souvenirs d'enfant avec son vocabulaire d'enfant et son univers d'enfant. Oui, tout à fait. Et je me dis, est-ce que de temps en temps, on prend en compte ce récit-là, ou bien est-ce que c'est toujours des interprétations d'adultes, quoi. Il a le mérite, en fait, je trouve que votre livre a au moins le mérite de nous mettre dans la peau d'un enfant de 9-10 ans. Oui, et puis c'est vrai qu'il le vit du coup d'une façon très particulière, parce qu'effectivement, lui qui est enfermé dans sa chambre et qui a donc des monstres derrière la porte, des vrais monstres et des faux, mais en tout cas des monstres, et qui n'a pour finalement seul échange humain que ses livres, fatalement, il devient une espèce de personnage de conte lui-même. Et on se rend compte, d'ailleurs, il y a beaucoup de références au conte. Il y a chaque passage, chaque souvenir, c'est-à-dire chaque passage en italique, va faire référence à un conte classique différent. On a une revisite d'Hansel et Gretel, on a le Petit Poucet, on a beaucoup de choses. Et même à l'âge adulte, il continue de s'en servir de ces références culturelles, mais c'est un peu moins orienté malgré tout. Mais enfin, enfant, le conte a des vertus initiatiques quand même. Oui. Et c'est vrai que pour lui, ça sert à ça aussi, c'est-à-dire sans les contes, il n'y a vraiment plus rien qui peut lui permettre de comprendre ce qui se passe autour de lui. Tous ces gens qui lui veulent du mal, toutes ces horreurs qui se produisent. Et du coup, il se sert des figures de contes parce qu'on a dans tous les contes classiques de quoi dépeindre toute la cruauté humaine, en veux-tu, en voilà. Et lui, il se sert de ça pour réinterpréter ou revisiter son histoire en faisant comme si elle était effectivement scénarisée pour partie à la manière d'un conte. Oui.
C'est sa manière de survie aussi. Ah bah oui, c'est sa survie. C'est sa survie. Et puis de toute façon, il passe son temps à se raconter des histoires dans sa tête. Il passe son temps à se raconter des histoires parce que... Pour survivre. Ah oui, parce qu'il a le choix entre sauter par la fenêtre ou se raconter des histoires quand même. On comprend que quand il est enfant, il devait y avoir que ça. Oui. Donc il a choisi de se raconter des histoires. Ah, il a choisi de se raconter des histoires et après il a choisi de travailler auprès de gens qui allaient lui en raconter qu'il n'avait encore jamais entendu. Oui. Voilà, c'est ça. Oui. Donc ce livre est un premier roman publié. Oui. Donc j'ai cru savoir que c'était le premier, mais que d'autres allaient suivre. Oui, à l'automne, on a une suite qui certes peut se lire de façon autonome, mais tout de même une suite. Où on prend ce narrateur quelques mois après le dénouement de Monstrueuse Féerie, donc qui s'appelle Angélus des Ogres et qui devrait sortir. Bon, l'éditeur m'a demandé de ne pas donner de date puisqu'il est possible qu'on ne soit pas dans les délais, puisqu'on a encore des retentissements des différentes et dernières restrictions sanitaires, mais normalement début de l'automne. Début de l'automne. Oui. Donc c'est une trilogie. Oui, tout à fait. Et donc, le troisième qui est troisième. écrit également et qui s'appellera Clapotille et qui... Alors lui, il ne fait pas référence dans le titre, il n'y a pas d'ogre. Il n'y a pas d'oxymore. Et il n'y a pas de monstre non plus. Oui, parce que ce soit dans Monstrueuse Féerie ou dans l'Angélus des Ogres, c'est vrai qu'on est sur le principe de l'oxymore quand même. Mais non, j'ai voulu faire un pas de côté. D'ailleurs, ça se passe une douzaine d'années plus tard. D'accord. Donc, là, il est pour le coup dans le troisième et dernier, hein, il n'y en aura pas d'autres dans ce thème-là et avec ce narrateur-là. Là, il passe vraiment de l'autre côté du miroir. D'accord, donc ça, oui. Ça sera pour 2022. Bah oui. Normalement. Oui. Quand en 2022, on ne sait pas encore, mais 2022, oui. Et donc vous sortirez après de ce monde de la psychiatrie? Vous réussirez à sortir de ce monde? Oui. Parce que c'est vrai que de par votre métier, vous êtes un peu quand même baigné dedans. Mais pour l'instant, il y a deux textes que j'ai en tête et qui effectivement sortent un petit peu de ce côté conte psychiatrique. Alors, pour le premier qui se veut une espèce de thriller psychologique, je reprends malgré tout mes thèmes, mais simplement je les tourne autrement. Ces trois frères qui n'ont pas vu leurs parents depuis 20 ans et qui décident de les inviter à Noël. Et en fait, on ne sait pas pourquoi, mais plus la soirée avance et plus on comprend qu'ils les ont invités pour les zigouiller. Et donc, moi je vais me servir de l'histoire qui est dépliée dans Monstrueuse Féerie quand même, pour vous donner des références à mes personnages. Voilà. D'accord. Et celui d'après, bon, on en parlera ultérieurement. Mais... D'accord. Oui. Donc là, il y a encore un peu de production à venir. Oui, mais pour le coup, ça, j'ai vraiment l'idée générale. J'ai commencé à travailler un tout petit peu sur le scénario, mais j'ai pas commencé à l'écrire celui-ci. D'accord, donc déjà il y aura le deuxième, le troisième. Oui, le deuxième et le troisième sont écrits. Écrits. Oui. Donc on aura peut-être le plaisir de vous retrouver sur nos ondes. Ben oui, je vous en remercierai d'ailleurs. Il y a aussi il y a un autre échappatoire. Alors c'est vrai que le narrateur utilise le conte, les histoires, pour réussir à survivre dans ce monde de fous quand même, oui. Parce que c'est un peu un monde de fous dans lequel il vit. Mais il y a aussi la musique. Oui. Et ça, je me dis qu'effectivement, la littérature et la musique sont souvent des deux univers qui permettent, qui sont très souvent utilisés comme des échappatoires quand la réalité est trop lourde, quoi. Enfin, c'est plutôt l'elfe. Chez l'elfe, la musique est vraiment... Oui, puisqu'à un moment donné, il se met même à amuser ses mains à essayer de localiser sur le corps de l'elfe où est le récepteur Bluetooth, parce qu'il se rend compte qu'à chaque fois qu'on éteint la musique, il faut qu'elle s'en aille, ou elle se met en colère, ou elle se met à pleurer. Et la seule façon pour lui d'avoir un peu de passion chez elle, c'est qu'il faut de la musique constamment. Oui. Comme si elle avait besoin de ça pour elle aussi réussir à oublier peut-être ses monstres aussi et ses démons, quoi. Elle, c'est un peu différent, c'est qu'elle est en difficulté avec l'idée de s'attacher en fait à une personne durablement. Elle est constamment divisée parce qu'elle a besoin de ce qu'elle appelle nourrir ses racines. Elle a besoin de s'enfuir. Elle a besoin d'aller rejoindre le vent, la mer, ce que vous voudrez, mais certainement pas d'être cantonné dans une habitation humaine avec une personne. Et je pense que la musique lui permet d'être présente en étant divisée, oui, et d'être pas complètement là.
Oui. C'est une évasion, en fait, quoi. Oui, tout à fait. Elle est là Oui. sans être là, quoi. Oui, oui. Alors, dans une novella, comme vous le dites, qui fait 100 pages, c'est vrai que il est très très dense. Il y a énormément de thèmes abordés. Bon, c'est pas un livre léger, mais à la fois, je trouve que voilà, ce point de vue de l'enfant, enfin, vous avez vraiment réussi à nous donner un petit peu une idée de comment peut vivre un enfant avec ses mots, grâce à son imaginaire, comment il peut nous décrire un petit peu l'enfance qu'il a pu avoir, quoi. Oui, puis malgré la lourdeur et la noirceur, je pense qu'il y a certaines choses qui permettent de contrebalancer un petit peu cette toute noirceur. C'est déjà l'inventivité qui est complètement... on faisait référence il y a quelques jours à la pataphysique. Et puis aussi, ça on n'en a pas parlé, mais une espèce d'humour noir quand même assez omniprésent. Oui. Où il dit des choses affreuses, mais en les tournant comme une évidence, et là on sent qu'il y a de la gourmandise, et là c'est pas vraiment le désespoir qui parle, même si cet humour noir là on se dit qu'il va pas bien, mais oui, une espèce d'autodérision aussi, quoi. Quand il explique oui, quand il parle pourquoi les curés pondent des œufs, ou voilà, parce que ça permet de pérenniser le dogme, c'est-à-dire que dans chaque œuf va y avoir un nouveau petit curé qui est pareil, voilà, c'est un autre mais le même. Et en plus il explique ça à un moment donné quand il essaye de se représenter pourquoi son père n'a rien dit le jour où il a failli se faire agresser sexuellement par le compagnon de son père. Donc en plus il va chercher dans ces explications-là. Oui, il y a... ce que je veux ajouter, c'est que ce texte, avant d'être une chose écrite, moi quand j'ai commencé à l'écrire, je me suis rendu compte très vite que c'était pas ça, mais je pensais être en train d'écrire un one-man show comique. Moi je pensais être en train d'écrire un livre comique et ça n'avait pas pour but d'être un livre, ça devait être quelque chose que je dirais sur scène. Alors d'abord, il est hors de question que je monte sur scène, ça me terrifie, mais en plus, je me suis quand même rendu compte non, on va pas trouver ça très drôle. Je m'en suis quand même rendu compte assez vite que c'était pas possible. On n'avait peut-être pas tous le même humour. Oui. C'est ça. Oui. Et à la fois, je trouve que ces petites bulles anecdotiques avec ces patients, enfin ces monuments qu'il nous raconte. Moi j'ai trouvé ça drôle, quoi. C'est des petites bulles de légèreté qui peuvent être lues, comme il dit, comme de la poésie, et donc ça allège un peu le fond, qui peut être aussi lu comme un livre dramatique, quoi. Oui, tout donc, à fait. On peut avoir plusieurs lectures. Ben oui, mais vous avez tout à fait raison. La seule légèreté à travers ce drame, elle est quand même représentée par les gens qui sont a priori fous. Ceux qu'on est censé corriger sont ceux qui apportent la seule fraîcheur au narrateur. Ouais, qu'on veut recadrer, qu'on veut remettre dans des cases, et à la fois, lui, c'est ce qui lui permet et au récit, ce qui permet d'avoir de la légèreté, quoi. Oui, tout à fait. Et une libération ensuite pour le narrateur. Finalement, de faire ce choix-là. Oui, puisque au fond, il va devenir un monument lui-même. Voilà. Donc il va choisir aussi le chemin de la légèreté et de la libération. Oui. Eh bien, merci beaucoup pour pour être venu déjà, parce que pour votre disponibilité, pour votre temps. Et puis, j'espère qu'on aura le plaisir de pouvoir échanger de nouveau avec le 2e et le 3e tome quand ils sortiront. Et donc là, on va laisser place à un peu de lecture. Et puis, encore merci de votre venue. Merci à vous de m'avoir invité. Et puis, à bientôt. À bientôt. Laurent Pépin, monstrueuse féerie. Je n'ai pas voulu comprendre. Alors j'ai attendu, comme si elle allait revenir. Mes ombres proliféraient et la maladie s'amplifiait dans ma tête et dans mon corps. Mon état de santé se dégradait rapidement. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Mais de vieilles habitudes dont je croyais être guérie se sont mises à ressurgir les unes après les autres. J'arrachais mes ongles, je dévorais mes doigts et je saignais souvent. Et parfois, ma voix changeait. Je surveillais mon reflet, partout où il apparaissait, pour vérifier que j'avais l'air bien vivant, éveillé.
Et puis, tout à coup, mes yeux s'écarquillaient et mon corps ne bougeait plus. Je me suis rendu compte qu'il n'avait plus d'énergie propre loin de mon elfe. Quand je ne travaillais pas, je restais en arrêt sur image, évitant seulement autant que possible les vitres et les miroirs. Je tâchais de ne plus dévorer mes mains et, dans l'espoir qu'elle ne se rende compte de rien, lors de son futur retour, j'arrachais la peau de mes orteils à la place. Pour ne plus me faire de mal, je devais m'allonger sur un canapé et attendre des heures. Je pleurais sans savoir pourquoi. Parfois, je pensais aux monstres, à la mère, au père. Je n'avais pas vraiment besoin de penser à eux. Ils étaient constamment dans la pièce. Il fallait boire beaucoup de vin doré pour ne plus les voir. J'étais la proie de cauchemars de plus en plus violents. Je ne savais plus s'il s'agissait de rêves, de souvenirs, d'hallucinations ou de faits réels. Je ne savais pas quand je dormais ou quand j'étais éveillée. Des migraines atroces battaient mes tempes. Et dans ma tête, le silence était assourdissant. Je devais sonoriser des voix pour peupler le monde, utiliser des timbres différents. Je faisais des dialogues complets quand j'avais suffisamment bu. Sinon, il n'y avait que des phrases interrompues, incohérentes. J'avais peur qu'on m'entende. Alors, le plus souvent, je préférais parler dans ma tête. Je faisais comme si elle était vraiment là. « Tu as les mains écorchées », remarqua l'elfe un jour. « Ah ?» dis-je innocemment. « J'ai dû tomber en me baladant dans le parc. »« Tu es plutôt allé dans la forêt. Tu as dû aller loin, » dit l'elfe en fronçant les sourcils. « Je ne sais pas. »« Non. En fait, on dirait que tu as été mordu, » corrigea l'elfe en me prenant les mains pour les examiner. Les cristaux bleus qui s'agitaient dans ses orbites me scrutaient loin à l'intérieur. J'étais mortifiée à l'idée qu'elle comprenne. « Tu oublies à qui tu parles ?» disait l'elfe, et sa voix se brisait maintenant. « Tu fais ces choses à tes doigts, et tu parles tout seul. Je te vois le faire constamment. Tu bouges les lèvres et tu émets des bruits. » Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarre. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.